Attention, vous écoutez un programme audioactif. Green flag waves. Good start from Maverick Vinales. He's got that fight absolutely flying. Marquez did not get away well. He's gone. He's gone. We lost sight of Marquez. Oh my goodness me. Drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio Quartararo wins his first ever Grand Prix in MotoGP. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 75 de C'est qui en pôle, où on va parler du 5e Grand Prix de la saison 2020 qui s'est tenu à Spielberg pour le GP d'Autriche. Je suis avec un autre Stéphane cette semaine. Comment vas-tu ? Eh ben, très bien, salut à tous. Salut Stéphane. Tu l'as bien vécu ce week-end ? Tu n'as pas fait d'arrêt cardiaque ? Non, pas moi. Peut-être pas toi. Peut-être une ou deux motos bleues, mais bon. Et puis leur famille, famille des pilotes. Oui, donc oui, la porte des enfers risque de s'ouvrir puisqu'on a deux Stéphane en même temps. Je sais pas ce qui va se passer. Normalement, il y a une incohérence. Il va s'ouvrir un trou de verre dans l'univers, je ne sais pas. En attendant, une faille spatio-temporelle, on ne sait pas. On va essayer de mener à bien cet épisode. On va commencer par signaler que le gagnant pour le GP de Spielberg, de notre petit jeu en partenariat avec la bécannerie, c'est Desmo Jérôme. C'est Ducati à l'honneur, décidément. C'est Pierre qui va être content. Et donc Desmo Jérôme va pouvoir se pavaner avec les goodies de la bécannerie. Ducati. De la bécannerie, peut-être pas de Ducati, je sais pas. On lui marquera Ducati au marqueur dessus. De Thieu, mais de ce qui en pôle, parce que bon, quand même, on a aussi nos goodies. Qui dit numéro 75 pour l'épisode, dit Albert Arenas, qui arbore ce numéro-là sur son carénage. Et ce diable d'Arenas est né en décembre 1996, ça lui fait 23 ans à ce jour. Et il a, si tu me passes l'expression, débuté en Moto 3 par de l'intérim, parce qu'en fait, en guise de début, c'était la toute dernière course du championnat 2014 où il faisait une pige en remplaçant Granado qui était blessé. En 2015, il est occupé à finir second du CEV, ce qui est pas trop mal. Et ses réels débuts, ça a été en 2016, avec une saison en 2 actes, parce qu'au début de la saison 2016, il est chez Aspar Mahindra et il fait 2 wildcards et un remplacement de Martin qui était blessé. Et son vrai début, son 3e vrai début, c'est les 9 dernières courses de 2016, parce que là, il signe chez Peugeot pour remplacer Alexis Masbou. On lui en veut pas, même s'il a remplacé un Français. Donc la saison entière, la première qu'il fait, parce qu'il finit 26e, mais bon, faut quand même bien qu'il se fasse les dents. Mais en 2008, chez KTM, il enregistre ses 2 premières victoires et finit 9e du championnat Moto 3. Donc c'est pas de la merde. Et en 2019, il peut pas confirmer sa saison d'avant parce qu'il se tape un accident de vélo en début de saison. Il finit 11e avec quand même une victoire. Mais finalement, 2020, c'est le Phoenix parce que on voit que ça se passe bien pour lui. Aujourd'hui, il totalise 7 victoires en Moto 3. Cette année, il en a aligné 4 et une seconde place pour un did not finish. Ça le met en première place du championnat avec déjà 28 points d'avance sur McPhee. Donc là, c'est un peu providentiel, si tu veux, ce numéro 75. Il est dans l'actualité. C'est vrai. On aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas fait mieux. Il y a des petites news, mon ami Stéphane. Que se passe-t-il en Moto 2 ? Alors, Dominique Egerter, je sais pas si je prononce bien son nom. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Remplace encore Raffin pour les 2 rounds autrichiens. Et quid du MotoGP ? Alors dans le Landerneau du MotoGP, il s'en passe quelques-unes. Portimao va accueillir la dernière manche de la saison. Donc, ouais, ça sera le 22 novembre. Bientôt, ça va se finir à Noël, cette histoire. C'est ça. Les concurrences de la Formule 1, en fait, pour savoir qui va finir avant. Donc ce circuit-là de Portimao sera le 3e circuit pour un GP du Portugal après Jarama en 87 et donc Estoril de 2000 à 2012. Marquez sera toujours absent sur les 2 rounds autrichiens, donc toujours remplacé par Bradl. Oui, en gros, c'est plutôt pour montrer les couleurs Repsol, parce que pour l'instant, c'est... Mais bon, c'est difficile. Remplacer Marquez, déjà, c'est pas facile. Non, c'est clair. Et il semblerait que la Honda, d'aucun disque, qu'elle est pas évidente. Donc, non. C'est pas pour me moquer de Bradl du tout. Hein. C'est que j'aimerais pas être à sa place. Non, c'est clair. Ni d'Alex Marquez, d'ailleurs. Ouais. C'est con, ouais. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Tout à fait. Bagnaia, du coup, a été opéré avec succès de son tibia fracturé en FP1 à Brno. Et donc, il est remplacé chez Pramac par Michele Pirro pour les 2 Grands Prix en Autriche. Et enfin, voilà, la news
Je te la laisse, celle-là. Oui, quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite trouvé un titre de film des années 70, de mauvais film des années 70, La Bolognaise était ta mère. Parce que pour Dovi, c'est le cas, le bon soldat est annoncé out de l'écurie C'est ça. avant la FP4, ce qui est un timing bizarre. Alors, c'est pas qu'il est annoncé out, c'est qu'il a été déclaré, j'imagine par son agent, que c'était fini les conneries. En fait, le sujet était censé être tranché après l'Autriche, sous-entendu après les 2 courses de l'Autriche, ce qui est une sortie de Ciabatti. Et quand on pose la question à Dovi en conférence de presse juste après, il fait l'étonné. Alors, soit il est bon acteur, soit il est vraiment étonné. Et il dit le fameux no comment, genre 3 points à domicile, 1 point à l'extérieur, quoi. C'est ça. Et l'analyse des observateurs serait qu'en fait, surpris par cette sortie de Ducati qui continue de le mettre en ballottage, il a préféré les envoyer chier avant que ce soit l'inverse. C'est un peu ce qu'on peut lire entre les lignes quand même. Ouais, Ducati dit bon, on attend 2 courses, mais bon, quelque part, ça veut dire Ducati, un team comme ça, ils savent quand même depuis longtemps s'ils vont peut-être garder leur pilote ou pas. Ils connaissent le Vizioso. C'est parce que tu fais 2-3 courses un peu pas très bonnes que finalement tu vas te faire jeter après 8 ans de bons et loyaux services. Carrément, ouais, c'est 8 ans de mariage qui se finissent par un gros doigt, hein. Enfin, en tout cas, brandi en l'air. Disons que Dovi, je pense qu'il devait savoir, enfin, ça c'est mon analyse, il devait savoir peut-être qu'il ne serait pas reconduit, et du coup, plutôt que de se faire jeter, il a dit, c'est moi qui claque la porte. Je m'en vais comme un prince. Il y a certains journalistes, alors après, ça c'est les fameux ceux-là, ne nous regarde pas. Mais l'hypothèse mérite quand même d'être citée. C'est peut-être le dernier coup de poker pour prendre Ducati à contre-pied afin qu'ils allongent. Pour prouver que si il sait le faire de partir, tu vois. Parce que les dernières fois qu'il y a eu grognage, ça s'est réglé avec une petite tape sur l'épaule, je sais pas, enfin, tu vois, ça s'est passé, quoi, au dernier renouvellement. Ouais, là, je sais pas, vu comme c'est parti, je suis pas sûr que, du coup, Ducati dise, non, finalement, on a négocié, on l'a gardé. Je sais pas. Bon, en tout cas, déjà, nous, on n'en sait rien, donc à part reporter les faits en commentant un peu comme des ivrognes, je peux pas te dire mieux, mais c'est quand même, mais moi, j'étais quand même surpris, hein, même bien qu'il y ait eu de l'eau dans le gaz. Je m'attendais à une résolution comme avant, genre. Allez. C'est vrai. Alors du coup, donc les news par rapport à ça, donc on pourrait voir peut-être un Lorenzo revenir chez Ducati. Ouais. C'est ce qui se dit. Zarco. Bon, lui, par contre, on sait que lui, il a un vrai guidon capable de le faire gagner. Ouais, mais comme par exemple, moi, si je me mets à la place de Ducati, là, on extrapole beaucoup, mais Bagnaia, certes, il n'a pas montré. C'est ça. Et Bagnaia qui devrait aussi. Maintes choses, mais eu égard à son âge, il a peut-être plus de potentiel, j'entends. Quand on dit justement potentiel, non réalisé. Zarco a déjà plus de bouteilles. Cependant, est-ce que Ducati veut se mettre au frais Bagnaia pour pas le louper après? Ça, c'est encore des choses qu'on verra dans les X semaines à venir. C'est très très bizarre ce mercato, mais c'est aussi dû à l'effet Covid, je pense. Hein. C'est un peu chaud. Le mercato a commencé depuis longtemps de toute façon. Ouais, moi je radote, mais le mercato, je trouve ça débile. J'aimerais, après, je sais pas si ce serait la solution, qu'il y ait vraiment tu vois, une période donnée. Après, tout s'officialise. Voilà. Après, ça n'empêcherait pas que tout le monde manigance comme dans un vaudeville en amont. Mais que les transferts... parce qu'en fait, en gros, il y a des écuries dont on sent qu'ils ont tellement peur de se faire niquer qu'ils sautent sur des contrats. Ouais, c'est vrai. Et à la fin, ça verrouille tellement les guidons un an ou deux à l'avance que ça devient pas possible. T'as plus de marge pour l'effet que je te dirais tamisage. Tu tamises un peu tout, puis chacun se met à sa place. Alors là, tout est bloqué. Cool. C'est un peu comme les visites d'appart à Paris, quoi. Après, bon, ça fait aussi parler des teams. Quand tu as un transfert, on parle de toi ou du pilote, c'est quand même un peu de la com. Donc, c'est quand même un sport où il y a beaucoup de com. Moi qui n'ai pas beaucoup d'affinité avec le football en général, je trouve finalement que le mercato est moins mal géré. Mais si AXA, c'est pas grave. Si le MotoGP a AXA comme défaut, c'est bon, je signe. C'est vrai. On l'accepte. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est quand même eux qui ont le pognon. Hein. Et nous allons causer Moto 3.
Ces espèces de petites pétrolettes avec les pneus tout fins qui se doublent tout le temps. Alors, en Q1, les repêchés, parce qu'il y en a a priori beaucoup. Enfin, il y a Ricardo Rossi, pardon. Les repêchés, c'est Rossi et Sasaki. En Q2, donc la qualif des grands. La première ligne est occupée par Fernandez, suivi d'Arenas et McPhee. Et ensuite, nous avons Mazia, Vietti et Suzuki. Donc, il y a du client. Une espèce de... Ils sont pas tous bien placés au championnat, mais ils sont quand même des clients connus des services. Et la première ligne a donc 2 acteurs majeurs du championnat, à savoir Arenas et McPhee. Les choses sérieuses commencent en début de course, puisque les susnommés Arenas, Fernandez et McPhee virent en tête. Et pour un départ sans accroc, ce qui me surprend toujours, quand je vois la nuée, le banc de poissons qui arrive au premier virage, il y a beaucoup trop de gens. Ils sont 35, je crois, ou 30 beaucoup. Se forme un groupe de 3 suivi d'un groupe de 6. Ça fait vraiment 3 paquets. Un de 3, un de 6 et tout le reste. Et tout ça, c'est tiré quasiment. Il pourrait faire un tour de circuit en se tenant la main. C'était très Tour de France quand ça va vite. Darryn Binder, le frangin de l'autre, se montre à la maison, puisqu'il est sur une KTM, et il signe le meilleur tour en course au début. Donc il a envie de bien faire. Les 6 qui étaient derrière les 3 recollent, et notamment Honshu, qui lui aussi signe des bons chronos. Il est aussi à la maison sur sa KTM. Le Honshu, frère d'eux, remonte 3. Il est chaud. Il tente l'aspi à Arenas, c'est proche, mais il s'enflamme pas trop et il évite le carton. Donc, on pourra lui reconnaître ça. Binder remonte des tréfonds du classement parce qu'il est parti 22, l'animal, et il se retrouve 7e au 5e tour. Donc, c'est moins étonnant en Moto 3 qu'en Moto GP, mais quand même, c'est pas mal. Honshu passe 2 et Mazia 3. Alors mes chouchous, je disais mes chouchous se montrent parce qu'en fait comme ils sont pas les mieux classés et que c'est des petits jeunes qui n'en veulent. Bon Mazia faut qu'il commence à confirmer en tant que petit jeune qui n'en veut. Mais voilà, ils y sont dans le top 3 à ce moment-là. Au 8e tour, t'as un merge entre les 3 premiers et les 6 premiers qui forment 9 pilotes en file indienne. Et il y a des larrons comme Honshu, Binder, Mazia en tête et Arenas qui est tapis dans l'ombre et Fernandez, le poleman quand même qui n'en démord pas. Donc ce groupe-là, on va dire, tient la vedette en termes de réalisation, mais on voit aussi le peloton derrière qui s'énerve. Honshu se signale un peu plus que son jumeau chez KTM officiel, parce qu'il tient la tête à un moment, quand même, et il prend même une avance de 3 dixièmes, ce qui est énorme en Moto 3, quand on sait que tout le monde est agglutiné, ça a l'air d'un gros gap. On verra que ça ne suffit pas. Vietti finit par prendre la tête au 10e tour. Ça se joue beaucoup à des freinages, parce que c'est un circuit stop and go et il y a beaucoup de stops. Et sur les freinages, on sent que ça s'enflamme pas mal parce que Binder il s'enflamme, il en rate entre guillemets, c'est-à-dire qu'il fait des beaux écartements, mais il reste en piste. Et ça s'écarte aussi, même pas que dans les freinages, mais dans les sorties de courbe, parce qu'on a l'impression que tout le monde s'amuse à rouler dans le vert. Et je crois que c'est un peu comme Coluche disait, au bout de 15 avertissements, t'as un blâme, et au bout de 15 blâmes, tu peux être dégradé. En tout cas, donc beaucoup de gens ont roulé dans le vert, on était en train d'envoyer les trucs, ce qui se comptait, là, tac, 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 tac. Donc Honshu vend chèrement sa peau, tandis que Binder fait la terreur de la cour des récrés et il joue des carénages. En fait, il est un peu, on va dire, il fait le sale gosse. On dira, ça reste correct, mais viril mais correct. Viril mais correct. Voilà, c'est un peu comme au rugby, quoi. Je te casse le nez, mais je te tape sur l'épaule, genre. On va quand même boire une Red Bull tous les deux. Ouais. Et ouais, les gens se passent, comme on en a l'habitude maintenant, mais on s'en lasse pas. Les gens se taxent et se retaxent plusieurs fois par tour, ce qui me fait dire qu'on dirait un mélange de lettres du Bogle à chaque tour. Tu vois, cette espèce de jeu là avec des lettres en D et tu remues et ça refait autre chose. Donc, au tour 16, Binder a le mauvais goût de se rater et il manque de créer un carton général parce qu'il est presque à l'arrêt en fait en ressortant de la courbe. Mais donc il est relégué en 6e position. Heureusement, il n'y a pas de carton. Binder 8, puis 11. Mais donc ça l'énerve encore plus et on craint le bowling en voyant ça. Mais non, pas de drame. Ils savent se tenir.
Et comme d'hab, il faut compléter l'affichage latéral par le fait d'écouter les commentateurs, parce que l'affichage latéral de l'ordre des coureurs n'est jamais juste. Tu vois ce que je veux dire? T'as toujours sur le top 10, ça va pas, ils peuvent pas suivre. Donc il faudra attendre les tout derniers tours pour connaître non seulement le podium, mais le top 10. C'est-à-dire que ça bouge dans tous les sens. Comme ils sont toujours 10 de front, de toute façon, tout le monde se passe et se repasse, c'est compliqué. Et Sasaki se tape ce que j'ai appelé un very long lap plutôt qu'un long lap, parce que comparé aux autres circuits, le truc, c'est it's a small world, quoi. C'est un parcours infini par rapport au long lap de Zarco. C'est pas un extérieur de courbe, c'est limite je sors du circuit, j'ai fait un tour sur le circuit de karting et je reviens. Donc il repartira à 21, tu vois. Bon, en même temps, repartir à 21, c'est une seconde. Mais Binder, qui était au cul du loup, parce qu'il était 11 il y a quelques tours, il recolle 4e à 3 tours de l'arrivée. Mazia et Honshu se fraye dans le top 3. Se ferait un chemin dans le top 3. Donc ils n'en veulent, ils continuent de n'en vouloir. Binder claque des freinages / élargissement, un peu à la Pol Espargaro, si on peut dire, pour se faire de la place. C'est-à-dire qu'il freine, mince, j'ai raté mon freinage, puis j'écarte, puis je te pousse, tu vois. On est limite du Mario Kart. Mais non sanctionné. Et Honshu se fait quand même niquer, il est 8e à un tour de l'arrivée, donc c'est pas glop. Pugilat dans le dernier tour, as usual. Mazia passe à la faveur d'un freinage à 3 de front, Arenas, Binder, Vietti. Binder, le sanguin, ne parvient pas à faire mieux que 4, mais Arenas nique tout le monde à la lucidité, genre à la Olivier Jacques. Donc le podium, finalement, c'est Arenas, Mazia et McPhee. Ogura, qui était bien mieux placé, perd une place pour se retrouver 4. Vietti est 5e, Binder 6e, Arbolino 7 et ce pauvre Honshu 8. Donc ils sont bien donné du mal, Binder et Honshu, mais ça n'a pas marché. Le petit jeune qui n'en veut, pas forcément bien classé au classement général, c'est Mazia qui s'interpose entre les deux et qui fait 2. Donc concernant la course, ce que j'en retiens, c'est que c'est une course sans carton, et pourtant, parce qu'avec tout ce que j'ai raconté, on a l'habitude de toute façon qu'en MotoGP ce soit animé, mais j'ai pas souvenir qu'il y a eu de carton, même de pilotes qui se bourrent, du moins de pilotes majeurs. C'est qui est rare en Moto3 quand même. Ouais, donc c'est des foufous qui arrivent à pas se faire mal, un peu comme les chiots quand ils se battent, ils se mordent pas vraiment. D'après moi, mais ce n'est qu'une boutade, que les amoureux du Moto3 ne me lancent pas des cailloux, peut-être des insultes, ça ira. On pourrait faire des courses de 5 tours, puisque en fait rien ne compte avant les 5 derniers tours, tu vois ce que je veux dire. Ou en tant que spectateur, juste prendre l'antenne à 5 tours de l'arrivée. Je plaisante, évidemment. Mais c'est quand même assez dément. Et c'est très bien, parce que ça veut dire que, contrairement au Moto2, dont on va parler là, la course de cette semaine était moins ennuyeuse que les précédentes. Et c'est trépidant, pour employer un mot un peu précieux. Et on voit quand même qu'Arenas gère, parce que je l'ai pas vu beaucoup mettre des coups de botte dans tous les sens, sauf qu'à la fin, c'est lui qui gagne, un peu comme l'Italie, comme l'Allemagne, au foot, c'est un 11 contre 11 et c'est l'Allemagne qui gagne à la fin. Là, c'est Arenas qui gagne à la fin. 3 victoires, que dis-je, 3 victoires cette saison, une place de 2e pour un did not finish, et au général, il est assez bien installé, avec plus d'une course d'avance en termes de points. Donc, ça va, on peut dire. Un peu comme les années précédentes d'ailleurs, t'as l'impression que tout le monde peut gagner, mais t'as quand même un petit roublard qui chope les points. Un futur Marquez. Ouais, alors des fois c'est bizarre parce que les changements de catégorie font pas toujours des miracles et vice versa. Je sais pas, moi quand j'ai vu passer Quartararo en MotoGP, j'ai dit c'est bien pour lui, mais j'étais pas sûr que ça allait matcher parce que c'était pas le plus. Il avait fait des belles choses en Moto2, c'est 2 victoires dont une annulée, et après il nique tout le monde. Il était souvent dans le top 5, on dirait il est bon, mais est-ce qu'il est très bon pour la MotoGP et finalement. À contrario, Morbidelli qui avait plutôt l'air d'un joyau brut, il pioche un peu, moins maintenant.
mais ces 2 premières années, c'était pas à se pisser dessus, si tu passes l'expression. C'était pas foufou, je suis d'accord. Donc, mais je pense en plus que chaque pilote a son potentiel et le temps qu'il a à se révéler, parce que Morbidelli, s'il continue de faire des belles choses comme en début de saison, bon, la course de ce week-end c'était un peu spécial, mais quand même il fait la nique aux officiels, au global. J'aimerais te dire, j'ai l'impression que c'est même pas dur de faire la nique aux officiels. Quand t'es Nyama. Ouais. Oui, c'est vrai. Enfin, même là, on va aussi. On va pas spoiler le mot. Non, mais c'est vrai, même chez Honda, les LCR sont mieux que les Repsol. Oui, effectivement. Alors, on évoquait à moins que tu aies des choses à dire sur le Moto 3, mais je ne veux pas te monopoliser. On passe au Moto 2, si tu veux. Le Moto 2, en Q1 de la Moto 2, Schroeter et Roberts s'extirpent de la Q1, mais en Q2, ce sont Gardner, Martin et Schroeter qui trustent la première ligne. Concernant le début de course, c'est Martin qui fait le all shot et Schroeter qui mène la vie dure à Gardner, le poleman, qui se retrouve relégué 3e, ce qui n'est pas un drame, c'était pas non plus un démarrage à la Vignales lors du premier tour, mais par contre il se fait niquer 5e assez vite. Marini, j'allais dire joue des coudes, non, il joue pas des coudes au sens propre, mais il s'intercale 3 et Bastianini 4. Donc Gardner a été prié de se pousser, quoi. Il était pas assez mordant sur le premier tour. Au début, en tout cas, il y avait d'assez gros écarts de temps parce que Loves, qui est revenu en forme après son podium la dernière fois, tourne quand même 8 dixièmes moins vite que Martin au troisième tour. Et au fur et à mesure de la course, il va plusieurs fois prendre dans la tronche pas mal de dixièmes par rapport au leader. Ce qu'il verra, là j'anticipe, c'est pas une grosse news. En gros, pour illustrer ça, il finit 4, Loves, en n'ayant pas démérité, mais à 7 secondes du leader. Mais pendant toute la course, il perdait des dixièmes. Donc c'est pas le genre de config où tu peux avoir des remontées fantastiques, tu vois. Non, c'est sûr. J'anticipe sur le fait que le Moto 2 est moins trépidant que le 3, mais là, tout le monde le sait déjà. Martin a à cœur de marquer les esprits chez Ducati. Enfin, c'est ce que disaient les commentateurs. Parce que on vient de le dire, un guidon Ducati vient de se libérer. Donc, non, plus sérieusement, Bastianini chute parce qu'il se tape un high side. Ouais. Et sa moto a le mauvais goût de se balader en pleine trage. Et comme c'est juste après un sommet, je te la fais courte, c'est l'accident obligé. Il y a beaucoup de pilotes qui arrivent à éviter. Malheureusement, Ciarin est juste derrière quelqu'un qui s'écarte, qui fait l'évitement comme au permis. Et Ciarin, il pulvérise la bécane de Bastianini et la sienne. Et il part tout droit devant. Il part loin et vite. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, il était dans l'aspiration. Sortie de côte, à fond, en fait, faux plat. Et tu arrives. Il décale d'un coup et il voit la moto, quoi. Ouais, et donc impossible pour lui de faire quoi que ce soit. Non. Et Ciarin reste sur le carreau un long moment, mais conscient, puisque assez vite, nos amis de la Dorna disent All Rider Conscious, donc déjà, ça leur permet de repasser 700 fois le crash, parce qu'ils se donnent pas le droit, et heureusement, de repasser les crashs quand ils savent pas. Et à chaque fois que tu vois le crash, tu crois pas tellement la moto, elle disparaît. C'est d'un coup d'un seul, la moto Ciarin, elle disparaît. Il n'y en a plus. C'est la sublimation de la bécane. Et après, il y a d'autres victimes collatérales que sont Edgar Ponce et Isidar. Petit souci, les pilotes de Moto 2 n'ont qu'une moto, donc quand même s'il y a drapeau rouge, tous les gens qui ont chuté repartiront pas. Enfin, leur bécane étant tordue. Parce que, oui, aussi, je crois que c'est aussi ça qui a empêché, on verra en MotoGP, certains de repartir après le red flag, c'est que si tu ramènes pas ce qui reste de ta brelle au stand, tu peux pas prendre ta deuxième moto. Okay. C'est un point de règlement aussi qui est en MotoGP. Bon, en Moto 2, c'est plié parce qu'il n'y a pas de moto. Mais j'ai appris ce week-end qu'en fait, pour avoir le droit de prendre ta deuxième moto suite à un drapeau rouge, il faut ramener sa moto. Alors, je sais pas s'il suffit de ramener un rétro, si ça suffit.
Non, mais plus sérieusement, en gros, si ta moto était plus en état de rouler, bah t'oublies et tu dégages. Si suite à un contact, j'imagine, t'as le moteur qui est, quelque chose qui est endommagé, t'as le droit de changer. Ceci étant, ceci ne nous regarde pas. Le nouveau départ est donné pour 13 tours, où on reprend les positions du 3e tour. Ce qui fait qu'en fait, les survivants auront fait, j'appelle les survivants, les gens qui pourront rerouler, fait 16 tours en tout pour la course. C'est sévèrement raccourci, mais c'est comme ça. La première ligne sera donc composée par les gens en tête au 3e tour, à savoir Martin, Schroeter et Marini. Bezzecchi sera 2 fois de suite en bout de ligne droite, donc ça c'est assez chaud pour lui. Comme je l'ai cité avant, et ce sera le cas dans les 3 catégories, vu que c'est un circuit stop and go, il faut d'abord faire stop. Et il y a beaucoup de gens qui élargissent parce qu'ils veulent regagner du temps au freinage, ils se prennent pour Rossi, quoi. Mais tout le monde ne peut pas freiner. Rossi, Dobby, enfin les gros freineurs. Hein, faudrait pas qu'on croie que je suis fan de Rossi. Loves et Canet se bastonnent pour la 5e place. Garner, pendant ce temps-là, est 3 et Schroeter 4. Et Nagashima puis Garner, le poleman, séparément, perdent l'avant. Et parce que Garner, comme je l'ai dit à l'instant, essayait de compenser son retard qui se creusait par des freinages de trappeur. Ça a marché un moment, puis à un moment, ça n'a pas marché. Et quand il perd l'avant, c'est pas Marquez, il met pas un coup de coude pour repartir, donc tant pis. On finit par s'intéresser à la lutte pour la 4e place entre Vieret, Loves et Canet, car devant, ça ne bouge plus vraiment. Donc, c'était pas un grand prix de moto 2 ennuyeux, mais le réalisateur s'excitait sur la 4e place, donc c'est un peu révélateur quand même. Il y a eu la bagarre. Il y a eu quand même pas mal d'erreurs, donc fatales puisque perd de l'avant ou des élargissements. Loves s'accroche à la 4e place avec les dents, il lutte avec Vieret. Il se fait niquer sur un freinage qui loupe un peu, mais finit par le gratter sur la ligne. Donc il y avait un petit peu de piment pour cette fameuse 4e place. Devant, c'était Martin, donc c'est pas Cocorico en Autriche, je ne sais pas quel est ce qu'il faut dire, mais en tout cas Red Bull vous donne des ailes. C'est ça. Qui finit devant Marini et Schroeter. Donc le fait marquant de la course, c'est ce putain de carton. Parce que et quel carton. Ouais. Et il y a la chance et il y a l'airbag, il y a tout, quoi. Les deux réunis font que Sciarrine a, d'après ce qu'il a communiqué par la presse, mal partout, comme s'il avait des choses cassées, mais c'est pas cassé. Les freinages, que sur les catégories, mais là encore plus, parce que les machines vont plus vite et sont plus lourdes. Les stop and go, faut pas abuser des freinages de trappeur. Ça se termine parfois dans le bac à gravier. Sam Lowe continue de se refaire une santé en Moto 2 parce qu'on était un peu peiné pour lui après son retour raté. Il faut quand même appeler un chat en Moto 2. Après un podium, il fait 4 en montrant des belles choses à la baston. C'est un ancien, non, du Moto 2. Oh, oui, c'est même un ancien tout court, je crois. Quand t'as un Quarta qui a 20 ans, Rossi, lui, c'est tortue géniale, donc tu laisses tomber, mais t'es vu à 30 ans, de toute façon, dans le sport, donc là, il a presque 10 ans de plus que Quarta, si je ne m'abuse, il n'y a pas 29 ans, Loves? Oui, il a la trentaine. Bon, voilà. Moi, je suis un vrai yeuve, le yeuve civil. Loves est dans sa prime jeunesse, mais en sport moto, 30 ans, c'est déjà les papis. Et la réflexion que je me fais, alors c'est peut-être complètement Madame Irma et ridicule, on verra, on se moquera de moi en fin de saison, mais je me demande si c'est pas l'année de Marini, parce que il fait des choses, il fait pas de folie. Puis là, il arrive quand même bien à se placer, donc deuxième. Comme on sait qu'il a déjà gagné des grands prix, il a plus la pression de faut que je la gagne. Pourquoi pas un petit Marini cette année, VR46, tout ça, on va me traiter de pro VR46 et on aura raison. Après, Rossi, s'il monte sa VR46, c'est aussi pour faire monter des pilotes en MotoGP. Oui. Sinon, non, puis c'est quand même l'Italie. Pas trop d'intérêt. Moins d'intérêt. L'Italie arrive quand même non pas à tenir la dragée haute à l'Espagne parce que il y a quand même un sacré vivier de bons gars, mais si on doit essayer de s'amuser à classer les nations, je serais pas surpris que ce soit Espagne suivi d'Italie. Et après moi le déluge, parce que c'est ça. Nous la France, on est presque
presque sauvé des eaux, si je puis dire, mais c'est le MotoGP qui cache la forêt parce qu'il y a pas d'autres coureurs dans le paddock, dans les autres catégories. Non. Après, il faut remonter en mondial, en super sport où tu as beaucoup de Français du coup, qui tracent les premières places. Mais non, mais je parlais du Continental Circus de la Dorna. Enfin, en même temps, la Dorna possède aussi Superbike. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas le cas avant. Il faut partir sur cette catégorie-là pour avoir beaucoup de Français. Ce qui est très bien aussi. Je parlais on va dire, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est le carré VIP. Ou... Le MotoGP Circus. Le MotoGP Circus, qui est un sacré circus d'ailleurs. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de Français, mais bon, ceux qui sont là, ils sont quand même bons. Ah oui, attention. Ouais. On a la qualité et pas la quantité. Voilà, tout à fait. Exactement, monsieur. La qualité française. Mon Dieu, ceci avec une vieille voix des années 40, tu sais, au gramophone. Est-ce qu'on passe au grand ? Ouais, je vais enfin fermer ma gueule et tu vas pouvoir m'expliquer comment ça s'est passé le MotoGP et les arrêts cardiaques que tu as pu vivre. Alors, avant les arrêts cardiaques, on a pu suivre une séance qualif, somme toute assez traditionnelle et sans grande surprise, puisqu'on voit une première ligne faite de Viñales, donc encore monsieur pole position, suivi de Jack Miller et Fabio Quartararo qui fait 3. Ensuite, côté français, on a Johan Zarco qui s'extirpe fort bien de sa Q1, puisqu'il réalise le meilleur temps de la Q1. Et il s'élancera 9e, et donc du coup, pour les aficionados de Valentino Rossi, il s'extirpe aussi de la Q1, par contre lui, il partira 12e. Mais c'est vrai quand même, c'est une première ligne qui était pas inattendue, mais on aurait peut-être pensé qu'il y aurait plus de Ducati et que c'était pas forcément Miller qui allait être le Ducatiste devant. Disons qu'après Brno, on se disait, qui va confirmer ? Est-ce que du coup, ce qu'on a vu à Brno, c'est un coup d'épée dans l'eau où les gens, on va les revoir un peu aux avant-postes ? Et finalement, non. À part Espargaro qui s'élance de la 5e position, donc c'est quand même pas mal. Mais bon, on voyait Zarco peut-être un peu mieux. Peut-être Quarta aussi, Quarta 3e, c'était pas mal, mais voilà, peut-être Zarco un peu mieux, peut-être une 2e Ducati sur les 2 premières lignes. Ouais, c'est ça, moi j'aurais attendu plus de Ducati dans le top 6 parce que tout le monde nous chantait que ce circuit Stop and Go était la chasse gardée des Ducati. À raison, parce que les dernières victoires ont été enfilées comme des perles par Ducati. C'est ça, depuis 2017, Ducati a trusté les victoires, donc 17, 19, on verra le 2020 tout à l'heure, a été remporté par Dovi, et 2018 par Lorenzo. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. La course, donc Jack Miller, lui, réalise le all shot. Le poleman Viñales, malheureusement, comme à son habitude, se rate un peu au départ, et se retrouve dans le trafic aux alentours de la 5e place. Pareil pour Quartararo, lui aussi loupe son départ et se retrouve aux alentours de la 7e place. On a rapidement une hiérarchie qui se dessine avec un groupe de 3, Miller, Espargaro, Dovi, qui vont se battre quelques tours pour savoir qui va être le mieux placé. Espargaro déchaîné derrière arrive à doubler les Ducati se retrouve un temps premier. Derrière, les Yamaha sont à la peine puisque Viñales et Quartararo sont quand même englués aux alentours de la 5e place. On voit même Oliveira, donc du team Tech 3, qui essaye de les doubler. Et en essayant de les doubler, du coup, il y a une sorte de petit contact avec Oliveira, Viñales et Quartararo, et les pilotes Yamaha, alors surtout Quartararo, sortira dans le bac à gravier et reprendra la course bon dernier. À partir du 8e tour, donc 4 pilotes se détachent, donc toujours Espargaro, Miller, Dovizioso et Johan Mir sur sa Suzuki, avec un Oliveira qui reste tout seul à la 5e place. On se dit, peut-être une belle performance du team français. Mais au 8e tour, le drame. Johan Zarco sort d'une courbe assez rapide, il se déporte légèrement du coup sur la droite de la piste, et t'as derrière Morbidelli qui était dans l'aspiration, qui harponne Zarco par l'arrière. Du coup t'as les 2 motos qui partent à toute blinde, parce que là ils étaient à peu près à 300 km/h, et en partant à toute blinde, coupe la route de Valentino Rossi et de Viñales. Alors quand je dis couper la route, c'est-à-dire que ça leur passe plus ou moins à 2-3 cm du casque. Donc là, dessus de drapeau rouge, on voit Zarco qui va bien, Morbidelli qui sort sur civière, mais bon, on voit qu'il va quand même pas trop mal. Et là, en voyant les images, on se dit qu'on a frôlé le drame. On voit même Rossi dans son box, puisqu'il y a eu drapeau rouge. On aurait cru qu'il avait les larmes aux yeux. Mais vraiment, je n'exagère même pas. On voyait Rossi un peu choqué. Je pense que quand tu la vois passer, j'en sais rien, mais j'imagine qu'en voyant les images à la télé, il a dû se dire, oh bordel.
Ça va tellement vite que il peut pas se faire les replays, mais vu qu'il le voit sous tous les angles. Mais là, il s'est dit. Moi, quand j'ai vu l'accident, en fait, j'ai cru que ces deux motos qui passaient pile poil entre les deux yames officielles, je me suis dit, ça peut pas être si près, ça doit être un effet de perspective. Quand j'ai vu les autres angles, j'ai vu que non, il y avait juste la place pour que les motos passent à Mach 2 entre les deux, quoi. C'est vrai que l'accident était très très impressionnant. On prend les positions. Alors, les positions sont figées le tour d'avant l'accident. Alors, du coup, Miller réalise aussi le all shot sur le restart. On a toujours la bagarre Espargaro, Miller, Dovizioso. Quartararo, qui était au fin fond du classement, réalise une belle remontée jusqu'à buter en fin de course sur Petrucci. Et Quartararo n'arrivera jamais à passer la Ducati. Alors devant, tu as quand même les trois hommes qui se détachent rapidement, mais ils sont vite rattrapés par les deux Suzuki qui sont en bourre, de Rins et Mir. Du coup, les Suzuki attaquent Espargaro, qui s'est fait passer par les deux Ducati, et pour défendre sa troisième place, il refait un peu le coup de burno, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un d'un peu agressif sur la piste. Et alors devant, t'as un Rins un peu déchaîné qui double Miller, qui essaye d'attaquer Dovi pour la première place. Puis il remonte un peu comme Marquez l'avait fait avant de s'éclater, quoi. C'est que t'as l'impression qu'il y a deux courses, quoi. C'est ça. Celle de la sienne et celle des autres, mais là. Ouais, mais la sienne celle de Rins était moins flagrante que. Non, c'était moins flagrant, mais les écarts, tu sais que tu vois, c'est que s'afficher au fur et à mesure en bas de l'écran. Il bougeait vite, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on va dire que Dovizioso et Miller ont quand même beaucoup bataillé pendant la course. Ouais. Est-ce que Mir et Rins ont quand même fait une course un peu d'attente. Ils ont moins bataillé le fer pour revenir. Donc du coup, Rins attaque Dovi pour la première place. Et malheureusement, Rins, je l'aime beaucoup, mais c'est un habitué de ce genre de manœuvre. Il se loupe un peu. Il perd l'avant et puis il chute. Ouais. Bon, pour Suzuki, il perd de Rins, mais Mir est toujours là. Puisqu'en fait, dans les tout derniers virages, alors que Dovi est en tête, on voit Miller qui se loupe un petit peu et qui est passé par Mir, qui fait une super deuxième place. Et donc, pour lui, c'est son premier podium. Ouais, donc, classement final de la course, Dovi l'emporte devant Mir et devant Jack Miller. Quartararo, donc on a dit, restera 8e. Finalement, Dovi, qu'on n'a pas trop vu de toute la saison, il est second, il revient 11 points de Quartararo, qui reste leader. Mais voilà, au final, Quarta en tant que leader, et il y a au moins Vignales qui se rapproche pas. Après, il y a Dovi qui vient en invité surprise, mais Vignales, je sais même pas s'il marque des points, peut-être quelques-uns, mais... il est loin, Vignales. Il est loin. Mais malheureusement, pour Quartararo, quand même, si on analyse un petit peu, il a fait 2 belles courses, il a pas réussi à Brno, il a du mal en Autriche, donc est-ce que c'est la moto, est-ce que les mauvais choix de pneus, est-ce que c'est quelqu'un qui devient un peu plus fébrile parce que ça y est, tout le monde dit que ça va être le champion 2020 Je sais pas. Dans l'interview post-course, il évoquait des freins qui lui ont fait défaut et non pas une erreur, et qu'a priori avant le second départ, ils ont changé la totale, les étriers, les disques et tout, mais qui gardait quand même un feeling mitigé. Donc, c'est aussi peut-être un moyen de pas trop se charger en disant j'ai conduit comme une merde, j'étais pas dans un bon jour. On lui en voudrait pas d'ailleurs. Il a pas dit c'est la bécane, il a dit il y avait un truc. Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est pas homme à gamberger trop. Parce que je sais pas si tu te souviens, sa première année, il avait calé, il avait eu des petites misères, et à la fin, il avait gazé à mort en faisant chier Marquez. Donc, puis bon, on sait quand même qu'en début de saison, il a tenu la dragée haute à tout le monde sans faire aucune erreur sur ses 2 premières courses. Donc là, je pense qu'on peut lui lâcher la grappe. Et que, mais bon, quand même, faut faire attention parce que il suffit d'une chute de Dovizioso, s'il veut un peu, entre parenthèses, montrer à Ducati qu'ils ont peut-être fait le mauvais choix en disant qu'ils attendaient 2 courses pour le recruter, pour re-signer son contrat. Un peu d'ego, il gagne encore 1 ou 2 courses. Quartararo, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, il le dit lui-même à la fin de son intervention, de sa petite interview de post-course. Il dit on peut pas se permettre de faire 7. C'est pas un luxe qu'on a. Donc clairement, il est remonté. Il est remonté, mais j'ai l'impression qu'il va pas nous taper un ulcère, quoi. C'est sûr. Remonté mais cool, le Quartararo.
Mais bon, on peut dire qu'il faut faire attention parce que ça fait quand même 2 courses un peu sans. Mais là, au moins, Vignales, les Yamaha donnent une, on va dire, une indication de relative faiblesse. C'est pas pour le dédouaner, hein, mais il y a quand même le Papy Rossi là qui finit 5 après avoir fait des signes de croix sur sa survie. Mais il le fait à l'expérience et au débranchement de cerveau. Mais bon, donc ouais, ça sera intéressant en plus de voir le format de cette année avec souvent 2 courses à la même piste. Ça permettra de voir s'il y a des gens qui apprennent bien, de leurs erreurs ou qui règlent leur bécane. J'attends avec impatience la deuxième autrichienne. J'attends toutes les courses avec impatience. Mais voir si KTM c'est pas un feu de paille, voir si Spargaro arrive à freiner, voir si Quartararo trouve le mode d'emploi sous la selle parce qu'à Spielberg il avait pas, il a manqué un petit peu. Ouais. Ah ouais. Est-ce que Zarco du coup va pouvoir, parce qu'il a été beaucoup critiqué et par Rossi, par la maison Yamaha et par Rossi et par Morbidelli, est-ce qu'il va pouvoir dans sa tête rebondir. Voilà, est-ce qu'il va être assez fort pour dire, parce qu'il était quand même assez touché par les critiques de Rossi de Morbidelli, est-ce qu'il va pouvoir rebondir? Écoute, en fait, j'ai l'impression que, moi, c'est pas parce que c'est Zarco qu'il faut le défendre, mais vu la physionomie de la collision, il n'y a pas attentat, c'est pas une non, il n'y a pas attentat. Et je pense que, de toute façon, dès que n'importe quel coureur peut mettre un scud à un autre pour le faire douter, il le fait. Hein. C'est ça, surtout qu'on voit Zarco, qui aime pas mal. Ouais, non, mais je pense que 3. Je vais même pas dire que c'est de bonne guerre, mais je vois qu'en gros, dès que tu peux faire porter le chapeau à un mec en disant il fait nimp, il faut se souvenir que Rossi, quand Zarco leur faisait de l'ombre, disait attention, on n'est pas en Moto 2, c'est pas comme ça qu'on pilote. Enfin, il envoyait des petites boulettes de papier, hein, c'est pour faire gamberger Zarco, puis lui dire attends, t'es chez les grands, tu fais pas chier. Bon, c'est vrai, Zarco a pas. Même s'il a une tête de droupie, il a pas l'air de trop se laisser influencer par ça, parce que on l'a vu après à Phillip Island dans le boxon foutre des coups de pneus sur les sliders des autres. Je pense qu'il est devenu plus agressif dans le bon sens du terme. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Il se laisse moins marcher sur les pieds et c'est bien parce que finalement c'est comme ça que tu gagnes. Voilà. Non, soit comme Lorenzo en étant 10 secondes devant. Quand il gagnait, c'est ça. Quand il gagnait. Soit effectivement en faisant le Miller et en foutant des coups de latte. Ou comme Marquez, parce que avec sa tête de gentil sur la piste, il n'est pas gentil. C'est un grigou. C'est ça. Marquez. Après, donc, ce qu'on peut retenir de la course, c'est Dovi qui finit premier, c'est bien, première victoire de l'année. Il monte quand même à Ducati qui est encore là. C'est pas montré de l'année. Je sais pas si t'as vu dans les rediffs, mais c'est Petrucci qui avait fait un doigt d'honneur à Aleix Espargaro, qui lui avait grave coupé le chemin en Q1. Ouais, en Q1. Et il passe pas peut-être à cause de ça. Ouais, et il était remonté. Là, Dovi fait un doigt virtuel au staff Ducati qui l'a snobé un peu d'après ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir. Ouais. Ensuite, on a quand même belle performance des Suzuki qui n'étaient pas là depuis le début de l'année. Les deux Suzuki, tu vois, Cyril ne se foire pas. Il était quand même en bagarre pour la... Moi, je pense qu'il aurait pu gagner. En fait, que les KTM aussi, en termes de moto, et à un moment, tu as Espargaro qui est premier, relativement solide premier. Le Espargaro, après la course, déclare qu'en fait, on en parlait un peu off micro, lui, ce qu'il raconte, c'est toujours pareil, on peut le croire ou pas, qu'ils avaient, pour le deuxième départ, plus aucun médium en réserve et qu'il est parti avec un soft qui lui convenait pas, donc il savait quasiment, en repartant après le red flag, que c'était mort. Je ne sais pas si c'est vrai, mais a priori, ça sent quand même la grosse gaffe de « Oups, on n'a plus de médium ». Ouais, on a trop tapé dedans. Et Binder, du coup, qui s'est lancé de la 17e position et qui finit 4e. Donc les KTM en tant que machine, elles confirment. Elles confirment. Mais j'entendais qu'apparemment ils ont toujours leur châssis en tubulaire, ouais. En tubulaire.
mais qu'ils auraient quand même fait des modifs et ils auraient mis un petit peu de carbone dedans, quoi. Histoire de l'assouplir un petit peu. Je sais pas si le carbone l'assouplit, mais en tout cas, qu'il soit plus au bout du jour des pilotages en 2020, quoi, si je comprends bien. Parce que finalement, les KTM, parce que même Oliveira, qui est pas mal, hein, s'il se foire pas, il était quand même dans le top 5. Donc voilà, ça commence à être des bonnes machines. Les KTM, c'est bien parce qu'on n'a pas que Ducati contre Yamaha, contre Honda des fois, et contre Marquez. Contre Marquez plutôt. On a quand même maintenant tous les teams peuvent se battre pour la victoire, ça change un peu. Qui vient faire les malins là, non, c'est bien ça. C'est ça. Ça va se bastonner à coup de marque en fait, pas que à coup de marque. Ouais. Non, mais c'est bien pour le championnat parce que c'est pas toujours. Enfin, alors. Là, il n'y a plus Marquez, donc du coup, le championnat, j'ose dire qu'il est plus intéressant, mais voilà, t'as maintenant toutes les marques qui peuvent prétendre à la victoire. Non, mais forcément qu'en plus, avec plein de motos compétitives, tu te souviens que Dovi a fait la nique à Marquez et Rins aussi, donc voilà, ça peut arriver à nouveau quand il sera remis. Et alors du coup, en parlant des Honda, Nakagami, premier Honda, il se classe 6. Donc ça va jaser, je pense, Honda, parce que t'as LCR qui est toujours devant les Repsol. Les officiels avec Alex Marquez qui finit à une 14e place et Stéphane Bradl 17e. C'est pas ça. Ils doivent prier pour que la plaque de Marquez se remette vite dans son bras. Ouais. Reviens Marc. Oui. Le fameuse plaque qui est censée s'être tordue sur un coup de jour une fenêtre. C'est ça. Ça me fait encore rigoler ça. Il y avait du vent ce jour-là en Espagne, alors du coup ça. Ouais, mais quelle bande de tartuffes quand même. Il pourrait dire. On a merdé. Je suis revenu trop tôt et puis j'aurais dû attendre. C'est pas Marquez, sans la com, c'est Puig. Marquez, il est chez lui, il est en calbut, il se gratte les burnes. Mais il attend que ça se finisse. Si on fait le point championnat, en Moto 3, on l'a cité déjà, Arenas, 95 points est premier, devant McPhee qui totalise 67 points et Ogura 65. En Moto 2, Marini, premier 78. Donc c'est certes un peu tôt pour dire que c'est l'année de Marini, mais il capitalise, voilà. Je ne dis pas qu'il gère, mais il engrange, il thésaurise. Suivi de Bastianini d'assez près quand même, 73 points. Et Martin, 59 points. En MotoGP Cocorico, Quartararo, 67 points. Dovi, le petit fourbon d'embuscade, 56. Et Viñales, à cause de sa piètre performance du week-end, se retrouve troisième avec 48 points. Le mystère de Viñales. Ouais. Alors le pilote, il enchaîne quand même les belles perfs en qualif. Ouais. Et en course, il se désunit, il est plus là. Ouais, et c'est incroyable. Mais par ailleurs, ça arrive aussi qu'en course, il reste devant. Donc, il y a. Mais en fait, c'est des renards parce que, en fait, tu les vois jamais. Mais finalement, les mecs comme Dovi sont là. Ils ont 56 points pour Dovi, Viñales 3e, 48. Tu te dis, mais. Ouais. Et tu retiens qu'ils partent en pole et ils finissent pas les courses. Non, mais c'est assez bizarre. Mais le Viñales, c'est. On peut même pas appeler ça une déception parce qu'il a gagné les Grands Prix chez Yam et on voit bien que c'est un bon pilote, mais des week-ends comme ça, en fait, tu sais pas ce qui a pu lui arriver. Autant il se serait fait taper par un mec et il aurait fait les graviers, tu dis ok, il finit au fond du classement, mais là, il a l'air d'être en pénitence, tu vas te porter sa croix. Ouais, ou est-ce que c'est des mecs qui règlent des motos plutôt pour les qualifs? Ouais, et finalement en course après le réglage ça va pas trop. L'adage du vieux Grigou de Rossi, c'est que la course c'est le dimanche, mais tout à fait. Là Viñales ça reste l'énigme. Ce sera marrant de voir le duo Viñales-Quartararo l'année prochaine. C'est ça. J'espère pour voir un peu. Mais je pense que Quarta pour l'instant montre quand même un pilotage plus solide que Viñales. Et si ça si c'est vraiment au mental que ça se joue et que Viñales perd ses moyens quand ça bastonne, on peut espérer qu'Espargaro. Mais bon, on va arrêter là parce que. Yamaha vont regretter Rossi dans ces cas-là parce que si Viñales c'est vraiment du mental et que Quartararo performe autant que chez Petronas. On n'a pas fini de voir Viñales derrière. Écoute, je ne lui cède pas parce que je n'y veux pas de mal, mais j'ai du mal à lire un peu ce pilote. Autant tu vois, tu as des mecs comme tu l'as signalé, Rins, il est flamboyant et puis des fois un peu trop flamboyant. Mais tu as l'impression qu'il est constant dans sa flamboyance. Là, c'est étrange, c'est du on-off. C'est vrai.
Mais dommage pour Rins parce que il mérite d'être devant, mais il fait toujours la petite boulette. Donc il faut bien que jeunesse se passe. Mais ça fait quand même plusieurs années je suis d'accord, qui nous enchaîne ces erreurs de jeunesse. Oui, c'est vrai. Il faudrait qu'il arrête de se lever et qu'il finisse ses courses. N'est pas marqué ce qu'il veut. En tout cas, pour les autres catégories, c'est un peu la disette en ce moment, mais ça vient. Parce que fin août, on aura les 24 heures du Mans, donc attention, les 29 et 30 août. En French Superbike... Est-ce que je peux te couper pour l'endurance, Bien sûr, oui, vas-y. J'ai reçu une info, apparemment, annulation du bol d'or. Donc, chiotte. Pour le coup, ouais. Donc on a les 24 heures du Mans, au moins on aura notre nonos à ronger, si c'est pas annulé, je sais pas. Ou alors ils le font le 24 heures du Mans, ils le font sans public. Oui, non mais au moins ça aura lieu. Ça aura lieu. Oui, parce que tu sais, des fois tu te dis, même sans public, est-ce que ça aura lieu parce que les dates bougent, les sponsors se barrent parce qu'il y a personne. C'est ça. Bon là, l'organisateur n'a pas l'argent pour payer le plateau. Ça. Ouais, non, ça peut aller vite. Visiblement, c'est pas un monde qui brasse tant de blé qu'on peut se l'imaginer. Non. Nous, on le sait, mais surtout l'endurance. Ouais, l'endurance, c'est presque. On est encore peut-être avec les camtars, les J7 empruntés aux potes. C'est plus vraiment ça, mais. Ça reste quand même c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat encore. Tu vois, les mecs, c'est de la motopassion. Ouais, clairement. Et le French Superbike, par contre, là, c'est ce week-end à Carole, les 22 et 23 août. Bon, on va pas dire venez nombreux. Ouais, j'allais dire Couraisie, mais non, tenez-vous au courant. Je sais pas comment allez dire. Sur le site de la FFM pour voir s'il y a des lives. Allez à la cafette de Roissy et criez très fort des fois qu'on vous entende. Je sais pas. Allez à Aéroville, vous avez une belle vue. On peut même pas conseiller aux gens de dégoter un drone parce que c'est surtout près de Roissy, il va se faire shooter. Mais c'est ça. Non, faites comme contre mauvaise fortune, bon cœur. Je sais pas si ça passe à la radio. Je sais pas. Je suis désespéré. Alors, est-ce qu'un pilote de FSBK va tenter de battre le record de Cluzel? On pourra en parler à la prochaine émission. Possible. Je sais pas parce que là il faut quand même ça a l'air d'être au poil de cul cette histoire de record. C'est ça. Les mecs, mais ce serait intéressant de voir quand même les FSBK, les 1000 et les 600 à combien ils sont du record de Cluzel avec sa Super Sport. Ouais. Et on parlait World Superbike Superbike et CSP. Super Sport. Ouais. Et Super Sport, pardon. Là, ce sera entre guillemets en concurrence avec Le Mans. Ce sera à Aragon les 29 et 30 août prochains. Donc, on n'a pas à se mettre sous la dent de World Superbike à vous débriefer parce qu'il n'y a pas eu de course depuis. Le petit amuse-bouche, ce n'est pas pour leur manquer de respect, mais ce qu'on peut vous dire sur d'autres catégories, c'est la Red Bull Rookies Cup, qui était au Red Bull Ring. Est-ce que j'ai dit assez de fois Red Bull, c'est bon ? Ça va. Il y a eu des essais au début du mois d'août à cet endroit-là, au Red Bull Ring. Et si on peut faire du cocorico relatif, mais quand même, Gabin Planck a fait 7 et 11 aux courses de ce week-end. Et pour l'instant, c'est la première course, mais il pointe à la 7e place du classement. Je ne t'apprends peut-être pas qu'on croirait le CEV, parce que les 4 premiers du classement, c'est KT Espagnol. Voilà. Soit mafia espagnole, soit la mafia italienne, de toute façon. non, mais ils sont c'est fou ce pays. Ils ont une faculté à sortir des champions, c'est bien ce qu'ils font. Et dans beaucoup de sports. Dans beaucoup de sports. Et là, la moto, on est parti pour encore une belle hégémonie. C'est comme ça, on n'a qu'à se sortir les doigts. D'avoir un championnat triant avec des gros teams et des pilotes. On dit pas des pilotes. Bon, ils en veulent en France. Avec des gros teams, quoi. Et puis, on voit que le CEV, c'est quasiment le Moto 4, si tu n'aimes pas cette expression. En gros, c'est tu veux faire du Moto 3, tiens, va en CEV, puis si t'es bon, youpi. C'est ça, t'intègres dessus. Est-ce que j'aimerais juste revenir sur le Superbike et Super Sport, surtout le Super Sport, parce que c'est là où on a beaucoup de Français. On espère que le team GMT va quand même, à la régulière, battre la Bardal.
Oui, la Bardal, ça fait un peu, tu sais, nom de fille de joie des années 20, tu sais, la Bardal avec son boa. La Bardal, avec ça, parce que bon, Locatelli, des fois on se demande ce qu'il a mis dans son réservoir. Bah, peut-être le mauvais produit Bardal. C'est ça. Parce que tellement il est je suis sûr qu'il a sa machine. Non, mais il a mis du lave-glace. Parce que l'autre jour, tu sais, comme tout bon français de base, avant le départ en vacances, je fais le niveau de lave-glace de la bagnole. Parce que des fois, je me déplace avec 4 roues, c'est la honte. Et qu'est-ce que je vois pas sur le bidon que j'ai acheté? Bardal. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, j'ai joué contre le GMT, là, ça ne va pas. Rémi Guillaume, si tu nous écoutes. Non, mais désolé. Si GMT 94 fait un lave-glace, j'achète. Même si c'est 2 fois plus cher. Même si c'est du rebranding, je m'en fous. Et non, mais plus sérieusement, il a peut-être mis, justement, il s'est trompé de bidon, Locatelli. Donc voilà, on espère que le GMT arrivera à quand même trouver la faille sur Locatelli. J'irais même jusqu'à dire aller niquer. Oui. Allez. Ça n'engage que moi. Moi, je suis le chartier. En tout cas, voilà, ça serait bien que la bataille dure plus que 7 tours, quoi. Après, c'est vrai que c'est quand même ce qu'on pourrait appeler dans le langage scientifique un championnat à la con. Après, moi j'aime bien le super sport, surtout avec ordres de courses chamboulés et puis des césures entre les courses. Enfin, le calendrier est un peu, comment dire, bancal. C'est dur à suivre. T'as des grosses périodes d'inactivité. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui me surprend le plus, surtout sur le Superbike. Autant MotoGP n'a pas le temps de respirer, mais en Superbike, t'as des trous quand même intersidéraux. Ça doit pas aider à rester dans le rythme. Mais bon, c'est la même chose pour tout le monde, donc les meilleurs gagneront à la fin. C'est ça. C'est comme quand Nadal bat Federer. Ça a beau être le meilleur Nadal s'il gagne. Bon voilà, quoi. C'est le sport, mais celui qui joue le mieux, c'est Federer. Toi, t'aimes les Espagnols, encore un Espagnol. Non, mais je suis team Federer, j'y peux rien. Je suis pas pour les exilés fiscaux, il a pas à s'exiler, Federer, il est déjà suisse. Donc c'est bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis le boulot est fait. Ça y est. Non, on arrête cette parenthèse tennistique de mauvais goût. Voilà. On va dire à nos auditeurs transis de passion, on peut dire ça comme ça, qu'on a un chat Discord avec le lien de ce chat Discord est sur Twitter, si vous voulez dire des grosses âneries ou des choses sérieuses, éventuellement. Le Twitter sur lequel on sévit, c'est @cqep_pod. On a aussi une page Facebook parce qu'on est des gens modernes. Et le podcast s'écoute évidemment sur Apple Podcast qui génère tous les RSS de la Terre, mais aussi sur Deezer et Spotify. Et ça, c'est la classe. As-tu quelque chose à rajouter ou nous avons tenu notre heure syndicale? On a tenu notre heure syndicale. Le chef va être content pour le montage. Il va enlever 2-3 bloopers, mettre un générique, on sera à 1h00. Enlever 2-3 Red Bull et puis on tient dans l'heure. Ok, mais je prends congé des auditeurs et de mon homonyme Stéphane. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi aussi. Et à la prochaine. Au plaisir. Salut à tous.